Bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième conférence sur l'incendie et la construction bois. Vous êtes un tout petit peu moins nombreux que pour les deux premières éditions. A priori, un peu plus de 500 personnes, 530 se sont inscrites. Par contre, les deux premières vidéos ont eu beaucoup de succès avec 12 000 connexions sur les deux vidéos qui ont été mises en ligne. Donc, manifestement, on répond à une attente de votre côté. Bonjour Olivier Gojard. Bonjour. Tu es en ligne également avec nous. C'est toi qui vas nous faire cette présentation d'ici quelques minutes. Euh, Avant de revenir à toi, je vais dire quelques mots d'introduction, simplement pour vous dire que l'organisation de cette visioconférence est réalisée par France Bois Région, donc une association nationale qui réunit l'ensemble des interprofessions régionales. Donc, dans chacune des régions de France, vous allez pouvoir trouver une interprofession euh, qui, euh, est, euh, qui est là pour répondre à l'ensemble de vos questions. Ces interprofessions ont pour mission de structurer, développer la filière forêt, bois, construction, énergie, emballage en région. Donc, ce sont vos interlocuteurs pour tout type d'informations et notamment tous les usages du bois dans la construction, le thème qui nous réunit aujourd'hui. Euh, la deuxième grande mission de ces interprofessions, c'est l'information entre les professionnels, mais aussi vers tous les donneurs d'ordre, maîtres d'ouvrage, collectivités, aménageurs et enfin, sorte d'informations grand angle. Donc n'hésitez pas, pour identifier vos interlocuteurs, vous allez sur France Bois Région, en un mot, région au pluriel, .fr, et vous retrouverez, pour ceux qui ne connaissent pas déjà les interpros, l'ensemble de nos coordonnées. C'est donc la troisième fois que nous organisons une conférence. On a encore quelques réglages, quelques petites innovations aujourd'hui. Donc, merci à nouveau d'être indulgents si toutefois nous avions quelques petits soucis informatiques ou quelques mauvaises manipulations. Si toutefois il y avait une coupure, vous vous reconnectez avec le même lien que celui qui vous a permis d'arriver aujourd'hui. Donc, vous pourrez normalement vous reconnecter très rapidement. Avant de donner la parole à Olivier, deux petites précisions. Donc, on est sur un format conférence, c'est très court. On est ensemble pour une heure et demie environ. On ne pourra pas répondre à toutes les questions, hein, de nouveau, même si c'est l'objet de la visio. On ne pourra pas rentrer dans tous les détails. On n'est pas sur un format formation. Donc, pour cela, restez connectés avec vos interpros. Nous proposerons, et certaines interprofessions en proposent déjà, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, des formations sur l'incendie et la construction bois. Elles existent également dans d'autres régions. Donc, connectez-vous sur les sites internet de vos interpros préférés et vous trouverez déjà les formations qui sont proposées. Mais d'ici fin d'année, nous proposerons normalement d'autres formations sur ce thème-là qui est en constante évolution. Donc, nous allons avoir cinq temps avec cinq thèmes pour voilà, séquencer cette visio. Chaque thème durera environ 15 minutes, une dizaine de minutes d'intervention, de présentation par Olivier Gojard, et puis on prendra à peu près 5 minutes ensuite pour répondre à vos questions. Donc vous pouvez poser vos questions, mais pour ceux qui ont participé aux deux premières séances, on va essayer d'être un petit peu plus précis. Donc vous posez la question en lien avec le thème en cours. Donc on va avoir cinq thèmes, hein, cinq étapes, quelques rappels un peu génériques sur l'incendie. On aura un thème sur les écrans de protection contre le feu, un thème sur les isolants biosourcés minéraux, euh, un thème sur les bardages, et puis on terminera par une séquence questions diverses. Donc merci quand vous posez vos questions d'être le plus synthétique possible et de bien indiquer, par exemple,
Incendie, deux points, voici ma question. Écran de protection, voici ma question. Isolant, voici ma question. C'est très important pour nous pour pouvoir, et pour Olivier, pour pouvoir y répondre de la manière la plus précise et confortable possible. Pour vous également. Pour poser vos questions, pour ceux qui sont sur le player, vous avez en haut à droite de votre écran, quand vous bougez la souris à l'écran, un petit onglet Ask Your Question qui va arriver, apparaître. Donc, vous cliquez à cet endroit-là. Pour ceux qui sont sur le Facebook Live, vous utilisez la zone commentaire et puis on fera remonter les questions vers Olivier. Donc, quelques mots sur Olivier Gaujard. Olivier, tu es charpentier, on va dire, à la base. Tu as exercé pendant 16 ans en tant que gérant d'une entreprise de charpente construction bois. Ensuite, tu t'es spécialisé, on va dire, dans la structure bois en suivant une formation complémentaire à l'École polytechnique de Lausanne avec Julius Natterer. Tu es le fondateur du bureau d'études Gaujard Technologies, bureau d'études spécialisé en construction biosourcée. Tu as travaillé sur de nombreux bâtiments plus ou moins en pointe, notamment tout ce qui est bâtiments bois et paille, en contribuant aux essais-feux sur la paille. Vous avez derrière moi un bâtiment de 7-8 niveaux qui a été livré en 2013, si ma mémoire est bonne, avec les architectes Lipski, Rollet. Donc, il s'agit de la Maison de l'Inde à Paris, hein, à la Cité internationale, dans lequel, Olivier, tu es intervenu avec ton bureau d'études. Voilà, c'est simplement une petite illustration pour vous dire qu'Olivier connaît bien le sujet. Tu es également président de l'interprofession Sudpaca. Et puis, depuis quelques années, tu es consultant en construction biosourcée et tu travailles notamment, et particulièrement ces derniers mois, cette question de l'incendie. Donc, merci d'avoir accepté de nouveau d'intervenir pour nous. On va te laisser la parole. Et donc, souvenez-vous, 5 séquences d'un quart d'heure environ. Merci de poser vos questions de manière un peu ramassée, technique, précise, pour permettre à Olivier d'y répondre le plus aisément. Ce n'est pas évident de prendre connaissance de vos questions en même temps que de préparer les réponses. Merci. Olivier, c'est à toi tout à l'heure. Merci Hervé. Eh bien, bonjour à tous, bonjour à ceux qui étaient là aux précédentes sessions. Bonjour, pardon, et merci d'être là, nouveau venu. Alors, nous allons nous livrer aujourd'hui à un exercice un petit peu de funambule, mais voilà, Hervé a sollicité votre mensuétude. On va essayer de faire ça au mieux, l'idée étant que ce soit le plus dynamique possible. Donc, le format va nous contraindre à être concis, et pour autant, j'ai quand même l'ambition de répondre au plus de questions possibles. On va quand même rester plutôt dans l'ordre des concepts, des généralités, même si on rentre dans le détail des généralités, mais on n'est pas du tout dans le format adapté pour rentrer dans l'analyse de détails. Je n'ai pas de paperboard, je ne vous vois pas, j'ai des tas de choses dans mon ordinateur, mais il faudrait que j'aille les chercher pour les afficher. Ce n'est pas du tout adapté, ce sera donc l'objet de formation à l'ancienne, avec un formateur en chair et en os dans une salle, ce sera beaucoup mieux. Alors, comme l'a dit Hervé, pour structurer un petit peu la matinée, on a choisi de vous proposer 5 thèmes. Ils sont tous, bien entendu, reliés les uns aux autres. Il n'y a pas une barrière étanche entre chacun. C'est simplement l'idée d'avoir un déroulement à peu près cohérent et une tentative, je dis bien une tentative, on verra à la fin si nous aurons réussi, de ne pas partir dans tous les sens et de finir de manière trop brouillonne. Quelques indications d'ordre général pour commencer. Faites à partir des... Alors attendez, j'ai d'abord un petit problème.
faut que je trouve le moyen de partager mon écran. Alors voilà, je vais. Alors, tu bouges ta souris sur Non, c'est ton que je fasse écran, les tu vas choses dans voir le un bon bouton ordre. apparaître, partager l'écran. Voilà, faut que je fasse les choses dans le bon ordre. Je partage mon écran. On avait répété pourtant, hein, mais voilà. Et ensuite, je vais sur la diapo qui m'intéresse. Euh, là, voilà, voilà, voilà. Bon, donc, alors évidemment, c'est pas le bon diaporama. On va y arriver, hein, je vous assure qu'on va y arriver. C'était ça que je voulais vous montrer. Ouf! Bon, j'ai essayé de ne pas répéter la manip trop souvent dans la matinée. Euh, je disais donc, au fil de la matinée, je vais tâcher de répondre aux questions qui ont été posées lors des sessions précédentes, un peu de tous ordres, en les replaçant de manière à peu près cohérente. Euh, plus quelques questions comme celle-ci, où il m'était demandé quelles sont les principales causes d'incendie en France. Alors je pensais que la réponse serait très facile à trouver, un petit tour sur Internet et le tour était joué. Eh bien non, c'est plus compliqué que ça. J'ai pu trouver des éléments sur les causes d'incendies domestiques. Je n'ai pas réussi à trouver de statistiques, peut-être parce que je n'ai pas cherché au bon endroit, mais de statistiques sur les causes d'incendie d'une manière générale. Néanmoins, on peut dire que du point de vue des incendies domestiques, la principale cause d'incendie, c'est d'abord l'installation électrique, hein, qui est à l'origine de 25% des sinistres. On pourrait penser que c'est beaucoup plus, c'est déjà beaucoup, et ça justifie toutes les précautions qu'il faut prendre à ce sujet-là et le maintien en l'état. Donc évidemment, en général, c'est soit que les installations sont anciennes et défectueuses, soit qu'il y a trop d'appels de puissance sur une même ligne électrique. 20% des sinistres ont lieu en cuisine. On le comprend assez facilement, la présence de gaz, de liquides inflammables, etc. Et puis, on a toute une série ensuite de petits facteurs intervenant chacun pour 8 à 10% des sinistres. Euh, le premier d'entre eux étant l'inflammation d'objets à proximité d'une source de chaleur. Donc là aussi, on est plutôt dans l'ordre des logements vétustes avec des radiateurs poussés très très fort pour arriver à chauffer un local et des éléments inflammables posés dessus ou à toute proximité, voilà. Euh, ou alors des lampes halogènes et des choses de ce genre. La cause suivante, eh bien, euh, c'est moins surprenant, c'est le barbecue, soit sur la pelouse, soit sur le balcon, avec le problème de projection d'étincelles et d'inflammation des différents produits d'allumage du barbecue. Euh, L'été dernier, il y a eu un très important incendie dans le sud de la France, déclenché par un barbecue sur un balcon. La cigarette dans le lit, dans le canapé, etc. La cheminée non rabonnée, ça, donc il y a des prescriptions normalement. Chaque locataire, chaque année, doit faire rabonner sa cheminée. Et puis, bien entendu, le problème des enfants qui jouent avec le feu et des accidents que ça peut générer. Enfin, on en termine avec quelques éléments, avec les bougies mal éteintes, les liquides inflammables et les décorations de Noël. Olivier, est-ce que on peut dire aujourd'hui qu'on n'a pas plus d'incendies dans les constructions bois par rapport à l'ensemble des constructions? Est-ce qu'on a des données statistiques là-dessus ou pas? Alors, je n'en ai pas. Ce qu'on peut dire, c'est la construction bois, ni plus ni moins que n'importe quel autre système constructif, n'est en général à l'origine de l'incendie, n'est la cause de l'incendie. Après, on peut discuter sur les conséquences de l'incendie. C'est autre chose. Oui. Mais il n'y a pas une dangerosité
spécifiques à la construction bois supérieure à ce qu'on a dans d'autres bâtiments. On l'a vu, la principale cause liée au bâtiment, c'est le système électrique. Tout le reste sont des éléments comportementaux ou alors des déficiences d'équipement. Je parlais tout à l'heure des radiateurs à huile, à bain d'huile, toutes ces choses-là. Enfin, D'où la vigilance à apporter sur les systèmes électriques. Je te donc laisse. voilà, et je rappelle que dans les objectifs fondamentaux de la sécurité incendie, le premier objectif est de faire en sorte d'éviter l'éclosion de l'incendie, c'est-à-dire de faire en sorte que les locaux, que ce soit des logements, des bureaux, des ateliers, etc., soient conformés de manière à avoir un circuit électrique sécurisé, des éventuels circuits de gaz sécurisés, des installations de chauffage performantes qui permettent d'éviter d'avoir de rajouter des choses qui seraient dysfonctionnelles, et puis un entretien régulier de tous les systèmes de chauffage, chaudières à gaz, à fioul, cheminées diverses et variées. On a une question sur la part de la VMC, la contribution ou l'origine éventuellement liée à la VMC par rapport à l'incendie. Alors, si ça existe, ça n'apparaît pas dans les statistiques que j'ai pu voir. Là, je vous ai rendu compte d'une série de causes que j'ai regroupées suite à différents articles que j'ai pu, différentes statistiques que j'ai pu consulter. La VMC n'apparaît nulle part. Hein, donc, à ma connaissance, ça n'intervient pas. Encore une fois, peut-être de manière très anecdotique. Dans un contexte très particulier, ça pourrait arriver, mais moi, j'en ai jamais entendu parler non plus. Très bien, je te laisse poursuivre pour Donc, avancer. dans l'ordre des généralités, je voulais aussi, dès maintenant dans la présentation, plutôt qu'à la fin où on va courir un peu, sans doute, euh, vous dire où trouver des ressources pour appréhender toutes ces questions de sécurité incendie dans le bâtiment. Et l'endroit où il faut vraiment aller pour trouver toutes ces ressources, c'est ce site, le site du FCBA, qui s'appelle Catalogue Bois Construction, dont vous voyez ici la page d'accueil, qui est très très bien fait. Il a été conçu pour ça et qui va vous permettre plusieurs choses. Qui va vous permettre, d'une part, d'accéder à toute une série de compositions de parois que vous pourrez choisir en fonction de plusieurs paramètres. Euh, une entrée possible, c'est de rentrer des performances de résistance au feu, 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes, des performances acoustiques. Et là, le logiciel va vous proposer toute une série de compositions de façade répondant déjà à ces deux premiers paramètres. Compositions qui peuvent être des compositions en ossature bois, qui peuvent être des compositions avec des panneaux CLT, qui peuvent être des parois verticales, des planchers, des toitures. Et à partir de ces compositions de parois, vous pourrez choisir dans les différents systèmes constructifs la complexité de la paroi en fonction de la performance thermique attendue. J'entends par là une isolation évidemment intégrée entre les montants rapportés contre un panneau CLT, puis des isolations complémentaires à l'extérieur, à l'intérieur, dont vous pouvez régler les épaisseurs de manière à obtenir la performance thermique que vous recherchez, hein, la résistance thermique de la paroi, et avec un ajustement instantané des performances acoustiques. La performance en résistance au feu étant liée directement à la composition de la paroi, donc aux écrans de protection et autres. On n'aura peut-être pas le temps, Olivier, de parcourir l'ensemble du site, mais Non, pas du tout. Voilà, les pas... internautes prendront le temps d'aller y circuler et effectivement, vous pouvez paramétrer pas mal de choses, notamment le nombre de plaques écran, un BA13, deux BA13, un BA18, etc. C'est ça. Donc, Avec pour chacune des l'autre point compositions. que je voulais signaler,
c'est tout ce qui concerne la recherche documentaire, notamment concernant les normes et les règlements. Et là, vous allez dans la partie bois ref, qui est ici, qui va vous permettre de naviguer à partir d'un premier document sur lequel vous allez vous focaliser par une succession de liens. Vous pourrez naviguer sur tous les documents qui peuvent être rattachés à ce premier document initial, de manière à vous permettre d'accéder à l'ensemble des ressources dont vous pouvez avoir besoin. Enfin, sur ce site, vous pouvez accéder à toutes les données environnementales relatives aux matériaux utilisés et aux matériaux et produits utilisés. Donc, c'est un site extrêmement complet. J'insiste un petit peu dessus parce que, avec ça, en fait, vous accédez à une autonomie importante. Il n'y a pas besoin d'avoir recours à d'autres sites. Normalement, vous pouvez tout trouver de cette manière. Troisième généralité sur laquelle je voulais revenir en introduction concerne l'assurabilité des ouvrages, puisque ça remontait aussi au travers de vos questions. Hein, qu'en est-il lorsque l'on ne se conforme pas exactement à ce que l'on peut trouver dans les différents textes, ou lorsqu'on n'utilise pas des matériaux reconnus ou des produits reconnus. Donc voilà, pour se clarifier les idées, le tableau qui résume le fonctionnement d'une part de ce qu'on appelle le domaine traditionnel, qu'on va différencier du domaine non traditionnel. Donc ce domaine traditionnel est celui dans lequel on a recours et on applique toutes les normes et DTU en vigueur, où on a recours aussi aux recommandations professionnelles RAGE. Donc ce n'est pas tous les éléments du programme RAGE qui figurent là-dedans. Il n'y a pas les carnets de chantier, par exemple, mais les recommandations professionnelles y figurent, ainsi que les règles professionnelles pour celles qui ont été validées par la C2P. La C2P, qu'est-ce que c'est? C'est la Commission Prévention Produits, qui est une composante de l'Agence Qualité Construction, l'AQC, dont le rôle est justement de déterminer dans quelle catégorie se retrouvent différents éléments. Le domaine non traditionnel est constitué de tous les autres modes d'évaluation des produits et des matériaux, donc les avis techniques et les documents techniques et leurs documents techniques d'application, les systèmes évalués par des appréciations techniques expérimentales, les ATEX, les procédures passe-innovation, dont je crois qu'elles sont un petit peu en perte de vitesse ou en sommeil, et puis éventuellement d'autres modes d'évaluation comme les enquêtes de techniques nouvelles, dont le nom a changé récemment. Je ne me rappelle plus exactement comment ça s'appelle. Bon. Ces domaines traditionnels sont en relation avec des techniques, et donc deux grands domaines, les techniques dites courantes et les techniques dites non courantes. Donc tout ce qui ressort des DTU, des recommandations professionnelles et des règles professionnelles acceptées par la C2P sont dans l'ordre des techniques courantes. Et puis, la C2P, en analysant les règles professionnelles, eh bien, en met certaines sous surveillance. Et donc, les techniques régies par ces règles professionnelles sous surveillance restent dans les techniques non courantes, c'est-à-dire des techniques qui ne sont pas automatiquement assurables. C'est la précision que j'ai oublié de donner. Toutes les techniques courantes sont assurables sans autre investigation, sans autre complément,
à fournir auprès de l'assureur. C'est leur rôle. Alors que pour les techniques non courantes, il faut recourir à des compléments éventuellement demandés par les assureurs. Donc la C2P analyse des règles pro, analyse aussi euh, les produits sous avis technique pour ceux qui sont mis en observation, qui sont regroupés par famille. C'est ce qui était arrivé il y a quelques années avec la ouate de cellulose, par exemple, hein, pour lequel avaient été rencontrées des difficultés, d'une part pour le contenu en certains produits comme le bore, d'autre part pour des questions d'inflammabilité. Et puis après, évolution, mise au point, évolution de composition des produits, mise au point de certaines prescriptions, cette mise en observation a pu être levée. Donc c'est le rôle de cette commission prévention produits que de garder un œil vigilant sur ce qui est disponible ou pas et ce qui est en cours d'évolution ou pas. Une règle pro qui n'est pas validée dans l'immédiat n'est pas pour autant rejetée, elle est mise en observation. Ça a été le cas des règles professionnelles de la construction paille pendant 2 périodes de 2 ans reconductibles, enfin successives, pardon, avant que ces règles pro ne passent dans le domaine, ce qu'on appelle la liste verte, des règles professionnelles acceptées, donc des techniques courantes. Donc c'était important de rappeler ce cadre dans lequel nous évoluons pour obtenir l'assurabilité des ouvrages. Olivier, il est presque 10h30 déjà, le temps passe vite. Tu as à peu près terminé pour cette première partie ou tu as d'autres On choses? est terminé avec cette première partie, Bon. donc Comme si j'ai on deux a des questions, questions. on peut y répondre. Ouais. Alors, on nous a demandé la source des informations statistiques, les données statistiques que tu nous as présentées tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la source de ces infos? Alors, la cause des incendies, Ouais, alors euh, je pensais trouver des indications sur un site qui est très très bien, qu'on peut recommander, qui s'appelle sécurité.com. Mais je n'ai pas réussi à trouver des données exploitables pour vous les présenter sur ce site. Par contre, ces données, on les retrouve sur quasiment tous les sites des assureurs, hein, qui ont peu ou prou, présentés d'une manière ou d'une autre, reprennent tous ces éléments-là, ainsi que sur les sites des gens qui proposent des solutions pour résoudre ces problèmes, évidemment. Voilà. Donc, d'accord. ce ne sont pas des sources officielles. L'idée était de donner des ordres de grandeur pour qu'on se rende compte de la nature des problèmes. Deuxième question, tu as présenté le site catalogue construction bois. Est-ce que tu peux nous dire si la résistance au feu des parois est calculée avec la nouvelle norme Euro 4.5 partie feu? Alors, euh, par rapport à nos derniers webinaires, c'est une grande nouvelle puisque l'annexe nationale de l'Eurocode 5 partie feu, la nouvelle, est parue. Elle est parue le lendemain de notre dernière session, le vendredi 29 ou 30 avril. Et donc, elle est aujourd'hui en application. J'avoue que je ne me suis pas retourné vers le FCBA pour savoir si la mise à jour avait été immédiate. En fait, je pense que sur la partie purement documentaire de cette annexe nationale, le site devrait être à jour puisque le contenu de cette annexe était déjà connu et nous l'avions présenté dans 5 grandes villes de France l'an dernier dans une tournée qui réunissait le FCBA, représenté par Jean-Marie Gaillard, le CSTB, représenté par Stéphane Amery, et IBC, l'Association des bureaux d'études bois indépendants que je représentais. Et nous avions, au cours de ces 5 sessions, présenté les éléments, euh, ces dispositions constructives prévues euh, dans cette annexe nationale. Par contre,
nous avions explicité toute la deuxième partie qui concerne la manière de faire des calculs, où on considère que la résistance au feu d'un élément de construction n'est pas assurée uniquement par les écrans de protection, les dispositifs de protection, mais dans lesquels on fait intervenir ces éléments eux-mêmes. Euh, Dit autrement, si on cherche à valider la résistance au feu d'une paroi composée d'une ossature bois avec comportant des isolants euh, intégrés et protégés par une plaque de plâtre, mettons, et qu'on attende une résistance REI de 30 minutes, eh bien, cette deuxième partie permet de dire, si je mets une plaque BA13 qui va m'apporter une protection de un quart d'heure, je peux ensuite calculer quelle sera la contribution du reste de la paroi, donc de l'ossature, euh, à la résistance au feu attendue. D'accord. C'est ce qu'on appelle la méthode FIT. Euh, alors, c'est complexe, mais pas compliqué. Ça conduit à recourir à toute une série d'équations paramétriques qu'il faut appliquer, mais on va très vite voir apparaître des feuilles de Excel de calcul qui vont permettre à tout un chacun, dans les bureaux d'études, bien entendu, d'appréhender ces techniques-là. Donc ça, c'est la grande nouveauté. Je ne pense pas que ces figures, que ce soit déjà, que ce soit opérationnel, ni même comment ça pourrait l'être dans le site qu'on a vu tout à l'heure. Voilà un peu la nuance à faire. Mais je redis que je n'ai pas repris attache avec le FCBA sur ce point-là. On va devoir passer au deuxième point, au deuxième thème, Olivier. Juste une remarque, puisqu'une question d'un internaute concernant les sources d'incendie. Il s'agit des interventions sur les étanchéités bitumineuses ou autres en toiture, également sur les réfections de ces étanchéités. Donc il y a les phases construction où il faut être très vigilant sur les étanchéités et également donc les réfections de ces étanchéités. On passe au sujet suivant. Tout à fait. Alors, ce que je vous propose, c'est de revenir quelques instants sur le comportement des matériaux en situation d'incendie, et en particulier la question de la pyrolyse, que ce soit la pyrolyse du bois ou la pyrolyse des isolants combustibles, donc des isolants biosourcés. Puisqu'au travers des questions qui sont remontées des sessions précédentes, j'ai pu voir que je n'avais pas forcément été très clair, donc je vais essayer de clarifier cette question. Donc, un élément en bois qui est soumis à l'action du feu subit une élévation progressive de température et qui conduisent à une transformation de cet élément en bois qui se déroule en plusieurs étapes. On a une première étape au cours de laquelle le bois va sécher, c'est-à-dire que toute l'eau qui est contenue à l'intérieur va s'évaporer. Cette évaporation consomme de l'énergie, donc on est dans une phase qui est endothermique, où ne se produisent ni flammes, ni dégagement de chaleur, mais où, pendant laquelle le bois va perdre entre 35 et 75% de sa performance mécanique. Donc on est dans les températures qui nous amènent jusqu'aux alentours de 100-120 degrés. Cette perte de performance mécanique, imaginons que le feu s'éteigne pour une raison ou pour une autre à ce moment-là, on va pouvoir se poser la question de savoir si cette
perte de performance mécanique est définitive ou pas. La question n'est pas tranchée. Pour le moment, on considère que oui. Mais cette perte de performance, elle ne concerne que la partie de bois dont la température s'est élevée jusqu'à 100 ou 120 degrés. C'est-à-dire que, grosso modo, le bois étant très très isolant, c'est le premier centimètre d'épaisseur de la pièce de bois qui est concerné. Tout le reste de la section reste totalement intact puisque sa température ne s'est pas élevée. C'est ça qui est important de bien comprendre. Ensuite, on a la phase suivante qui amène jusqu'à 250-300 degrés. Là, le bois, là encore, celui qui est soumis à cette température, commence sa décomposition. Donc, c'est vraiment l'épaisseur, une épaisseur de bois qui est, on va dire, le front de chaleur qui est à 100 degrés progresse vers l'intérieur de la section, et puis la partie la plus externe, elle, continue à monter en température. Alors, ce n'est pas aussi catégorique que ça, hein, mais j'essaye de me faire comprendre. Là, on est encore dans une phase endothermique qui émet peu de composés gazeux, mais au terme de laquelle le bois a perdu toutes ses performances mécaniques. Mais là encore, c'est la partie qui a subi ce flux de température jusqu'à 250-300 degrés qui perd ses caractéristiques mécaniques et qui ne les recouvre pas. Et puis ensuite, on a la phase de carbonisation, donc à partir de laquelle là, se développe la couche de charbon protectrice du reste de la section, et puis des composés gazeux qui s'échappent, et une vitesse de carbonisation qui se régule aux alentours de 0,7-0,8 mm par minute. Et c'est là que se produit le gros des émissions de chaleur, de cette chaleur qui est contenue dans le bois. Donc, la partie carbonisée atteint ces températures entre 300 et 800 degrés, et puis la couche sous-jacente, elle, qui ne dépasse pas les 300 degrés, donc qui n'est pas encore carbonisée, a perdu toutes ses performances mécaniques, mais là encore, elle est très peu épaisse, elle fait de l'ordre d'1 centimètre, et puis on a encore le front de température aux alentours de 100 degrés qui va se propager, qui lui a perdu 35 à 75% de ses performances mécaniques. Donc toute la partie de cœur de la section qui, elle, reste à température ambiante, conserve intégralement ses performances mécaniques. Donc voilà ce que je voulais rappeler, c'est important hein, pour la résilience des systèmes, c'est-à-dire un poteau en bois de forte section, hein, des essais ont été faits en Norvège sur ce sujet-là, de section de 40 cm par 40 cm, qui subit un feu, une agression d'incendie très importante, conservera une très grande part de ses caractéristiques mécaniques, parce que en dehors de la couche carbonée et des 2-3 cm qui sont sous cette couche carbonée, le reste de la section, lui, va conserver ses caractéristiques mécaniques. Alors, c'est encore un peu plus compliqué que ça, parce qu'avec le temps, le front de chaleur va continuer à se propager légèrement à l'intérieur du bois. Il y a plus de complexité que ce que j'en dis là, mais c'est ça qui est important de retenir. Et donc, si on veut éviter ou limiter cette pyrolyse, on va utiliser des écrans. Exactement. Donc, merci de me tendre la perche vers le thème suivant, qui est donc celui des écrans thermiques. Alors, ces écrans thermiques, en fait, sont des écrans de protection thermique, pour être plus précis, hein, c'est-à-dire qu'ils vont protéger des éléments combustibles de leur montée en température. Hein, ce sont des véritables boucliers thermiques. Alors, la réglementation pose un certain nombre d'exigences concernant d'une part les parois extérieures, notamment celles qui vont participer à l'indice C du fameux C plus D applicable
pour tous les bâtiments impactés par l'instruction technique numéro 249. Ces exigences réglementaires, vous le voyez, elles sont de deux ordres. D'une part, elles concernent des feux qui vont de l'extérieur vers l'intérieur et qui vont être corrélés avec l'exigence de stabilité au feu attendue pour la structure. Alors c'est assez logique. Cette exigence de stabilité au feu, elle dépend de la taille du bâtiment, enfin de sa nature, ERP, habitation, bureau ou autre, de la taille du bâtiment, bien sûr. Et plus on monte en étage, plus l'exigence est grande, puisqu'il faut donner au temps au service de secours d'évacuer les bâtiments. Donc ces exigences de stabilité, elles sont de 30 minutes, 60 minutes, jusqu'à 1h30 pour ce qui est des immeubles d'habitation de quatrième famille. On va répartir les parois en deux grandes familles, les parois de façade non porteuses et les parois porteuses. Les parois porteuses ont une exigence de résistance et une exigence d'étanchéité, alors que les façades non porteuses, elles, puisqu'elles n'ont pas de fonction de résistance, sont concernées uniquement par des exigences d'étanchéité aux flammes et au gaz chaud, donc de l'extérieur vers l'intérieur. Et vous voyez que dans tous les cas, quelle que soit l'exigence de stabilité au feu, on reste à une performance attendue de 30 minutes, qu'on soit en façade non porteuse ou en façade porteuse. Quand tu évoques, Olivier, de l'extérieur vers l'intérieur ou inversement, on a régulièrement ces questions où je positionne mes écrans. Alors, justement, Tu vas c'est la raison pour laquelle... tout à l'heure, à l'intérieur du logement et à l'extérieur ou seulement sur l'une des deux faces, comment fait-on? Justement, c'est pour ça que je présente ce document qui nous dit qu'on a des exigences de l'extérieur vers l'intérieur, et on va décliner ensuite justement les différentes situations. On va se préoccuper de qu'est-ce qu'on fait quand le feu vient de l'extérieur, c'est donc tout ce qui ressort de la propagation du feu par les façades. Et puis, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Et donc, quand le feu se déclare dans un local qui va aller de l'intérieur vers l'extérieur, on voit que les exigences attendues, elles, varient en fonction de l'exigence de stabilité de la structure. C'est-à-dire que on va avoir des différences suivant qu'on est en allège ou en imposte, parce que vous vous souvenez, j'avais expliqué que lorsque l'incendie se développe dans un local, les températures vont s'élever beaucoup plus à proximité du plafond qu'à proximité du sol, tout simplement parce que les flammes s'élèvent et surtout les gaz chauds qui deviennent plus légers vont s'élever et être bloqués par les plafonds. Donc, les performances attendues en imposte sont plus importantes que celles qui sont attendues en allège. Et du coup, pour une exigence de stabilité au feu de 30 minutes, on aura en imposte une exigence de l'intérieur vers l'extérieur de 30 minutes, mais pour les deux autres exigences 60 et 90 minutes, on aura en imposte une exigence de 60 minutes, alors qu'elle restera de 30 minutes en allège. Et même chose pour une façade porteuse. Donc, on a bien deux cas différents à prendre en considération. On a aussi à prendre en considération ce qui va concerner les planchers, où là, il va s'agir de garantir, évidemment, d'une part, la stabilité
la fonction porteuse des planchers, donc la fonction R, mais aussi le degré coupe-feu de ce plancher entre deux niveaux. Et donc, la performance attendue sera, en plus de la fonction R, la fonction E et la fonction I, donc REI 30, 60, 90, qui sont obtenus grâce à des écrans thermiques eux aussi, on pourra y revenir. Alors, très rapidement, et puis pour anticiper un peu sur les questions et puis ensuite y revenir, aussi là quelques diapositives des présentations que j'évoquais tout à l'heure qui ont été faites l'an dernier. Je remercie le CBA de me permettre de les diffuser à nouveau, ainsi que le CSTB. Pour la justification de la performance E ou RE de l'extérieur vers l'intérieur. O pour outside, I pour inside. Donc, pour cette performance, alors la flèche est mal placée, la flèche elle montre où se situe l'écran thermique, mais on est bien sur un feu qui va donc de l'extérieur vers l'intérieur. Et c'est cet écran thermique qui peut être constitué de toute une série de matériaux que je vais vous décrire très rapidement, puisque c'était une des questions qui nous étaient fréquemment posées. D'une part, d'une plaque de plâtre hydrofuge BA18, si la durée de stabilité au feu de la structure attendue est supérieure à 60 minutes, ou simplement BA13 si cette durée de stabilité au feu du bâtiment attendu est inférieure ou égale à 1 heure. Ça peut être aussi une plaque de plâtre renforcée de fibres de cellulose, dit autrement, une plaque de fer Macel d'épaisseur 12 mm et demi minima, classée à 2 S3 des 0. Ça peut être aussi tout autre type de plaque rigide qu'un nouveau fabricant, ou un fabricant pourrait mettre sur le marché prochainement, dont la performance de réaction au feu est à minima à 2 S3 D0 et qui justifie d'un PV de classement de résistance au feu EI 30. Donc, par exemple, on peut citer la société Signat qui a sorti récemment une plaque de plâtre qui s'appelle Weather Defense, qui fait 20 mm d'épaisseur et qui justifie de ce PV de classement au feu EI 30 et qui est bien classé en réaction à 2 S3 des 0. On peut aussi avoir une protection. Tu m'entends, Olivier ? Oui, je t'entends. Juste te rappeler l'heure, parce que quand on est parti dans une présentation, on oublie parfois, il est 10h48. Tu verras à quel moment on peut évoquer la question du pare-pluie et de sa réaction au feu. Tout à fait. Alors, je termine avec l'écran. Donc, tu évoques le pare-pluie, c'est justement un de ces matériaux qui sont constituants, qui sont positionnés entre l'écran et le bardage, donc qui est dans nos paragraphes là, un petit peu entre deux. Et effectivement, le temps passe très vite. Donc, j'en termine avec ça. On peut aussi utiliser, donc c'est important parce que ça concourt aussi à des compléments d'isolation thermique, une couche de laine de roche dont l'épaisseur doit être comprise entre 60 et 100 mm avec une masse volumique supérieure ou égale à 70 kg du mètre cube. Je donne bien toutes les indications parce qu'elles ont toute leur importance, qui peuvent être mises en œuvre entre des ossatures bois massif ou BMA rapportées, dont les sections sont indiquées ici. Une précision, cette couche ne peut pas dépasser les 100 mm parce que en forte épaisseur, au-delà de ces 100 mm, les panneaux de laine de roche se comportent assez mal à l'élévation en température. Le panneau se déforme, il vrille et il laisse la place au gaz chaud de se propager au dos de
des panneaux donc, qui ne jouent plus du tout leur rôle d'écran thermique, de protection thermique. Donc, il est important de bien rester entre ces 60 et 100 mm d'épaisseur pour ces laines de roche extérieures. J'en profite, Olivier, peut-être une petite question qui était apparue semaine dernière. Le mode de fixation de ces écrans type laine de roche peuvent-ils être maintenus par des tasseaux bois? Alors donc, là, on a vu qu'il faut qu'ils soient portés. Alors, en fonction de leur épaisseur, il faut qu'ils soient portés. Donc, on a sur les épaisseurs de 60 mm, ils peuvent être maintenus par des fixations à rosace, hein, assez classique, on voit de quoi je veux parler. Quand on augmente l'épaisseur à 100 mm, il faut prévoir une contre-ossature, comme indiqué précédemment, pour les soutenir. Ensuite, on va avoir l'écran thermique, et ensuite, on va avoir toute l'ossature qui va permettre de porter le parement extérieur. D'accord? Et donc qui va de fait venir aussi finir de maintenir hein, l'écran en laine de roche plaqué contre la façade. Une précision que j'ai apprise hier en discutant avec Stéphane Amery. Vous savez qu'on a dit que pour les habitations de quatrième famille, il n'était plus possible de mettre en œuvre des bardages bois. Il faut avoir des parements extérieurs qui sont placés A2, S3 des 0. Mais ces parements extérieurs de toute nature, bois, ciment, verre, etc., doivent être fixés sur la façade. Eh bien, ils peuvent être maintenus et mis en œuvre sur des tasseaux bois et pour autant permettre d'obtenir ce classement de maintenir le classement de réaction au feu attendu A2, S3 des 0. Donc ça, c'est un élément important, puisque ces tasseaux, ils viennent, lorsqu'ils sont en bois, alimenter, je dirais, le bilan carbone de la construction. Hein, donc on le sait, avec les performances attendues dans la nouvelle réglementation environnementale 2020, cette question du bilan carbone est très importante. Et sur des bâtiments, évidemment, de quatrième famille, donc de hauteur importante, les volumes de bois générés par les supports de parements extérieurs sont significatifs et donc ça peut impacter. Donc je le signale, on peut tout à fait garder des tasseaux bois. Mais on a une obligation d'obturateur. C'est une autre chose. C'est ça ou pas? Hein, c'est une autre question qu'on va traiter si on en a le temps, en fonction de nos questions. L'obligation d'obturateur, pour aller très vite, elle est imposée par le guide façade pour elle est imposée pour le guide façade avec des parements extérieurs en bois. Donc on est jusqu'aux troisième famille. Pour les quatrièmes familles, eh bien Joker. On va vérifier. On va vérifier. Joker. Pour les troisièmes familles, oui, parce que le guide façade traite évidemment des bardages extérieurs en bois et pour lesquels, lorsque l'épaisseur du bardage est supérieure à 26 mm, ce qui est demandé par le guide façade, on doit mettre un obturateur de lame d'air. Alors j'en dis quand même un mot puisque tu m'as lancé là-dessus, tant pis. Pourquoi on cherche à obturer la lame d'air? C'est très important, il faut bien comprendre les phénomènes physiques qui sont en jeu. Tout l'objet de la protection thermique des ossatures, éléments de structure bois et des isolants, qu'ils soient biosourcés d'ailleurs ou en laine de verre, on va mettre de côté tout ce qui concerne les isolants alvéolaires, polystyrène, polyuréthane, qui ne sont pas du tout adaptés à la construction bois. Donc, tout le problème est de faire en sorte que ces matériaux
soient protégés d'une élévation de température qui conduirait à ce qu'ils commencent leur pyrolyse. Donc, il faut qu'ils restent en dessous de leur point de pyrolyse, 250 degrés pour le bois, 200 degrés, par exemple, pour la paille. Et donc, lorsque j'ai un bardage bois, comme on le voit ici, qui est soumis à un incendie, évidemment, le feu va se propager à la surface extérieure du bardage, hein, mais aussi, si la lame d'air n'est pas obstruée, le feu va se propager à l'intérieur de la lame d'air, c'est-à-dire mettre en combustion la face intérieure du bardage. Et donc, générer un flux thermique très important qui va traverser l'écran thermique très rapide, enfin, à une vitesse significative, on va dire. Et donc, c'est ça qu'on cherche absolument à éviter. On cherche à éviter que la température ne monte de manière trop importante dans la lame d'air. D'où l'obligation d'obturer cette lame d'air avec un système ce qu'on appelle les fire stops, qui sont bien décrits dans le guide façade, donc je vous recommande de vous y reporter, qui sont des systèmes qui s'expansent en situation d'incendie. Alors, c'est des systèmes qui sont assez onéreux, et du coup, dans la deuxième version, version 2.0 de mars 2019 du guide façade, une autre solution a été proposée qui permette de s'affranchir de l'obturation de lame d'air. Mais c'est un autre raisonnement. On se dit, le meilleur moyen de résoudre le problème, c'est de supprimer la lame d'air. Alors, dit autrement, c'est d'avoir un bardage suffisamment fin pour qu'il brûle rapidement en générant un flux thermique le plus limité possible. Et puis, du coup, une fois qu'il s'est consumé, on n'a plus de lame d'air puisqu'on est directement en contact avec l'atmosphère extérieure. D'où cette nouvelle prescription de la version 2 du guide façade pour des bardages d'épaisseur entre 20 et 22 mm pour lesquels on peut s'abstenir de l'obturateur de lame d'air. Je ne sais pas si j'ai été bien clair. Alors on pourra me demander qu'est-ce qu'on fait pour les épaisseurs de bardage entre 22 et 26 mm. Eh bien, c'est une bonne question qui n'a pas été envisagée à ce stade. Les 22 mm étant l'épaisseur couramment usitée par les fabricants de bardage, et les 26 mm étant l'épaisseur minimale qu'il convient d'avoir pour que le bardage, quand la flamme se propage à l'extérieur, ne soit pas percé trop rapidement par, du coup, la combustion de la face externe du bardage. Voilà. Pour en terminer avec l'écran thermique, il peut être aussi constitué d'un panneau de contreplaqué inifugé ou de panneaux de particules liés au ciment. Donc, voilà. Et ici, un petit tableau qui récapitule en fonction des exigences de stabilité au feu du bâtiment, inférieur ou égal à 30 minutes, inférieur ou égal à 60 minutes ou supérieur à 60 minutes. Et vous avez les différents systèmes qui sont appropriés pour ces cas-là. Donc voilà, je peux répondre là maintenant aux questions sur tout ce sujet. Peut-être rajouter tout de suite une réponse à ta question sur le pare-pluie de tout à l'heure. Alors, de manière très claire, le pare-pluie n'est pas pris en considération dans le comportement de l'incendie. Dit autrement, c'est un film qui est tellement fin, dont la masse combustible mobilisable est tellement faible que sa combustion n'a aucune incidence sur l'incendie, même pas sur la propagation du feu, parce que, même, imaginons qu'il soit en papier, comme c'était à une époque, en papier goudronné, il va se consumer sur tout l'ensemble de la façade. Bon, en tout
cas étage par étage, puisque je n'ai pas eu le temps de parler des ruptures, des interruptions de lame d'air à chaque étage, hein, mais en se consumant, ça va tellement vite que la température qu'il génère n'est pas du tout suffisante pour faire démarrer la combustion des éléments en bois, des tasseaux et différentes choses. D'où le fait qu'il n'est pas du tout utile d'avoir, par exemple, un pare-pluie classé A2, S3 des 0 dans les bâtiments de quatrième famille, au dos des parements classés A2, S3 des 0, parce que voilà, on considère que le pare-pluie n'intervient pas du tout ne contribue pas du tout au développement de l'incendie. Donc un pare-pluie incombustible n'apporte pas Aucun de prix intérêt. particulier. Aucun intérêt. D'accord. Euh, bon, on commence à avoir pas mal de questions et il est 11 heures, donc on a Ce que je déjà te fait. propose, c'est qu'on réponde aux questions comme elles viennent, et puis je rajouterai au fur et à mesure les éléments concernant les isolants, etc., dont j'ai déjà parlé. Ouais. Une question concernant la continuité de l'écran lorsqu'on a allège et imposte, continuité de l'écran entre l'intérieur et l'extérieur. Donc ça, je suppose que ça pose la question de la continuité au niveau de la menuiserie, par exemple. Alors, peut-être est-ce que Lorsque le C plus D est constitué d'une allège et d'un imposte, comment réaliser la continuité de l'écran thermique intérieur-extérieur, extérieur-intérieur? ce que je propose, c'est que je vais essayer alors je vais sortir du partage d'écran, d'une part, et je vais essayer, sans trop prendre de temps, de revenir sur le détail que j'avais présenté l'autre fois. Donc, je reprends l'écran. Et est-ce que ça a fonctionné? Vous voyez cette image-là? Pour moi, c'est bon. Je pense que c'est bon pour les internautes également. Eh bien, je l'espère pour eux. Donc, on revient sur un détail que j'avais commenté lors de la première session. Donc, ta question concerne... Ah, pardon. Donc, concerne la continuité des écrans thermiques. Excusez-moi, j'aimerais bien avoir mon pointeur. Le voilà. Donc, ici, nous avons l'interface entre un plancher constitué d'un panneau CLT, un ensemble de isolants acoustiques, une chape, un revêtement de sol, et puis ici, un plafond suspendu avec un absorbeur acoustique, et une façade constituée d'un panneau CLT, une isolation rapportée par l'extérieur, portée par une ossature que vous distinguez ici, et puis un espace technique intérieur dont on a dit à l'époque qu'il importait qu'il soit rempli d'un isolant. Donc j'ai eu des questions sur ce sujet. Est-ce qu'on peut se contenter d'isoler ce vide technique uniquement sur sa périphérie? Sur combien de centimètres? Alors tout ça, l'important, c'est de bien comprendre qu'est-ce qu'on cherche à faire dans ce cas-là. On cherche à éviter la propagation des gaz chauds et de leur circulation dans ces vides techniques, et puis ensuite, pour éviter que ça ne diffuse dans d'autres vides qu'on est amené à maintenir dans des plénums, par exemple. Donc oui, une isolation périphérique peut suffire. Mais pour des coûts qui restent vraiment extrêmement abordables, des surcoûts qui ne sont pas significatifs à l'échelle d'une construction, il est préférable de remplir complètement, et de préférence avec une laine minérale
Et alors, une laine de roche, pardon, hein, pas une laine de verre, parce que la laine de verre n'a pas un comportement meilleur que les isolants combustibles, de manière à ce que cette laine de roche contribue à la protection thermique d'une part, et d'autre part permette de résoudre la question de tous les boîtiers électriques qui sont incorporés dans ces parois. Et donc, on a notre écran thermique ici demandé pour le feu qui est de l'intérieur vers l'extérieur. On est en imposte, donc une performance qui sera E 30 ou 60 minutes. Et puis, un écran de protection thermique extérieur, puisqu'on a demandé par le guide façade, puisqu'on a ici, dans ce cas-là, un bardage bois, et un isolant, et donc un écran de protection thermique qui soit classé A2S3D0 et dans la performance de résistance au feu est EI30. Et donc j'avais expliqué lors de cette séance qu'effectivement, il était très important de prévoir une continuité de cet écran pour passer de la protection intérieure à la protection extérieure. Donc, avec ici le cas d'un volet roulant, où donc il convient de poursuivre cet écran thermique intérieur, donc soit E30, soit E60, en périphérie du coffre de volet roulant. Donc, ce n'est pas le coffre de volet roulant lui-même hein, qui est classé EI 30 ou 60, c'est bien l'écran thermique, pas EI, pardon, c'est l'écran thermique posé avant le caisson de volet roulant qui a cette performance. Et puis un petit retour ici, avant la mise en œuvre de l'embrasure, pour qu'on ait vraiment un encapsulement, comme on l'appelle, complet de la paroi. Donc j'ai eu des remarques sur les ponts thermiques générés, etc., etc. N'oublions pas qu'on est avec du bois, donc ce ne sont pas des énormes ponts thermiques. Toutes les études qui ont été faites là-dessus montrent très bien que oui, on a une petite altération des lignes isothermes, mais ça ne constitue pas des ponts thermiques à proprement parler, en tout cas qui n'impactent pas significativement la performance globale de la paroi du point de vue thermique. Alors ici, on a oui un effet, hein, mais c'est dû à la présence du volet roulant. C'est bien connu, le volet roulant est vraiment la bête noire de la construction, qu'on soit en bois ou en tout autre matériau, parce qu'il constitue un, un point extrêmement faible. Donc la mise en œuvre en intérieur ici est vraiment déraisonnable, mais tellement fréquente que je ne pouvais pas ne pas en parler. Hein, mais, donc avec des caissons de volets roulant isolants et en contact direct avec l'extérieur. Donc ça n'est pas le sujet de ce détail-là, c'est celui de la continuité de l'écran thermique. J'ai répondu à ta question, plus à quelques autres en cours de route qui avaient été posées. Oui, je pense. Autre question, a-t-on des solutions de flocage des panneaux de CLT? Pas à Est-ce ma que tu as connaissance. connaissance de cas de flocage sur du CLT? Pas à ma connaissance. Je n'en ai jamais entendu parler jusque-là. Donc les solutions de flocage, ce sont des solutions de projection de matériaux qui permettent de protéger, d'empêcher la montée en température du support sur lequel ils sont mis en œuvre. Hein. Donc, en général, ce sont des projections de laine minérale avec des adjuvants qui leur permettent de coller. On voit ça sur les sous-faces des dalles de parking, sur la protection d'éléments métalliques. Je n'ai jamais entendu parler de flocage sur le CLT. Donc, à ma connaissance, ça n'existe pas. Mais à ma connaissance seulement, à vérifier. Ok. Nouvelle question concernant les pare-pluis A2S3D0. Un cas où ce type de pare-pluis a été imposé sur un bardage à claire-voie.
Est-ce que c'est justifié sur un bardage à claire-voie, d'une part, et d'autre part, comment expliquer ou justifier auprès du bureau de contrôle que ça n'a pas d'intérêt si celui-ci l'exige. Alors, donc, tout d'abord, rappelons que les, donc, euh, les bardages à claire-voie ne sont pas couverts par le guide façade tel qu'il est écrit jusqu'à présent. Ensuite, on a plusieurs problèmes avec les bardages à claire-voie. Le premier étant leur réaction au feu. Donc toutes les solutions qui sont décrites par l'arrêté du 7 août 2019, les bardages doivent avoir une réaction au feu DS3D0. Sauf dans le cas des premières familles où il est indiqué qu'ils peuvent être simplement en bois. Donc là, on peut utiliser du claire-voie tel quel, parce que le bardage à claire-voie a un classement E, simplement de réaction au feu. Et encore faut-il que cette maison individuelle soit située à plus de 4 mètres des limites de la parcelle. Alors, ça ne veut pas dire que ça condamne définitivement le bardage à claire-voie. Ça signifie que pour pouvoir l'utiliser, il faut impérativement lignifuser et lui conférer une réaction au feu qui sera à minima DS3D0 et qui peut aller jusqu'à BS2D0. Donc ça, c'est quelque chose qui existe. Et donc cette inifugation conférée par des méthodes en autoclave peut être durable dans le temps sans limitation de durée si le processus d'inifugation est conforme à la norme NF-EN 16755 qui concerne la durabilité de ces traitements d'inifugation, que ce soit en intérieur humide ou en extérieur. Donc, à retenir, le bardage à claire-voie, impérativement une inifugation hors maison individuelle à plus de 4 mètres des limites de la parcelle. Ensuite, encore une fois, ce dont on a besoin, c'est d'un écran thermique. Et que cet écran thermique soit classé A2 S3D0. Or, un simple pare-pluie, même s'il est classé A2 S3D0, ne constitue en aucune manière un écran thermique. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout opérant pour cette fonction d'écran thermique. Okay. Le pare-pluie revient pour protéger éventuellement l'écran thermique, les protections thermiques. Mais à ce moment-là, comme je disais, il ne contribue pas du tout à l'incendie, même pas à sa propagation, donc ne peut pas exiger une performance, que l'on soit en claire-voie ou pas en claire-voie, ça n'a pas d'incidence. Non, mais on peut imaginer que s'il est à combustible, Olivier, la chaleur n'est pas transmise à la structure derrière. C'est peut-être le raisonnement si c'est un matériau incombustible, il va potentiellement rester en place durablement et empêcher la chaleur de passer. Enfin, c'est peut-être le raisonnement. Non, pas du tout. Hein. Justement, je répète, hein, on a vu la liste des écrans thermiques possibles. Voilà. Il est bien question de limiter la montée en température des éléments qui sont derrière cet écran à tout le moins en dessous de 250 degrés. Ce n'est pas une simple feuille, si performante soit-elle. Alors, à part peut-être des éléments, des matériaux extrêmement technologiques, mais dont les prix n'ont rien à voir avec ce qu'on utilise dans le bâtiment. Hein. Donc, non, ça, encore une fois, c'est pas un film, fut-il par sa résistance, par sa réaction au feu A2S3D0, fut-il A2S3D0, qui empêchera la température de monter à son dos. Hein. On l'a vu, c'est minimum une plaque de plate 18 mm, je le rappelle. Ouais. Donc, alors pour terminer, puisque on a évoqué les bardages à claire-voie, il me semble qu'il existe une règle d'écartement d'anthrax
entre les… Oui. Alors, tu as raison, cette règle d'écartement, c'est pour maintenir le classement de réaction au feu d'un bardage à claire-voie non inifugé. Donc, comme au départ, il a un classement déjà qui est un classement E, dû au fait qu'il y a une très grande surface de d'exposition aux flammes. position à la flamme, donc il est classé E. Et si on ne veut pas dégrader ce classement E, qui de toute façon ne nous sert pas du tout maintenant, il servait avant quand on n'avait pas de prescription de réaction au feu pour les deuxièmes familles, par exemple, mais maintenant on l'a. Euh, euh, Cet espacement, il était de 11 cm, hein, grosso modo. Hein. Donc, de toute façon, retenons que pour le clairvoie, il faut un traitement inifugent. Et à ce moment-là, les questions d'écartement ne se posent plus. On va en arriver à la question justement des isolants biosourcés et non biosourcés. Juste avant, encore une question. Les bardages, bon, c'est un peu délicat, on jongle entre différents thèmes. Hein. Les bardages zinc et autres feuilles métalliques sont-ils considérés A2, S3, D0 par défaut? Alors, je suis bien embêté. Je n'ai pas vérifié quelle est la réaction au feu du zinc. Il n'y a aucune raison qu'elle soit considérée d'une manière ou d'une autre par défaut. Hein. Ce sont les propriétés des matériaux eux-mêmes qu'il convient de regarder. Donc à C'est vérifier. fort probable que le zinc soit à 2S3D0, puisque je l'ai vu utiliser, enfin, en tout cas prévu sur certains bâtiments donc de quatrième famille qui sont en projet. Mais il faut pas. Alors, il faut penser que dans le cas de l'utilisation du zinc, il y a plusieurs précautions à prendre. Bien se rappeler que à une certaine température dont je ne me rappelle plus, mais que j'avais cité dans la première session, aux alentours de 400 degrés, ils font, donc il disparaît. Donc ce qui est important, c'est qu'il soit sur un support qui, lui, soit inifugé. Donc pour ça, je dois avoir une petite note quelque part. Et ce, quelle que soit la famille, Euh, le support inifugé ou seulement en quatrième famille? c'est seulement en quatrième famille, puisque si on veut C'était l'objet d'une autre question, Olivier. ouais, Quand tout à l'heure tu as évoqué les bardages A2S3D0 en quatrième famille qui pouvaient être supportés par des tasseaux bois, si ma mémoire est bonne, si j'ai bien oui. entendu. Quel est le degré de réaction de ces tasseaux requis? Est-ce que A ces priori, tasseaux doivent être inifugés ou pas? euh, c'est une bonne question que je n'ai pas éclaircie. A priori, dans ce qui m'en a été dit, il n'était pas question d'inifugation. D'accord. C'est Bon, vraiment on va le peut-être matériau vérifier ce lui-même. point-là. C'est un point à éclaircir, mais je ne pense On- pas. Je ne pense pas parce que on me l'aurait dit. Olivier, il est 11h20, le Oui, temps passe à une vitesse folle. oui. Est-ce qu'on peut passer aux isolants et ainsi on répondra à quelques questions qui sont posées mais que je n'ai pas le temps de te présenter. Ok, volontiers. Merci. Donc vas-y, pose la question. Hein. De toute façon, j'ai plus le temps de faire de présentation ou quoi que ce soit, donc Ah d'accord, ok. on va faire Alors, ça euh, directement. je- Comme il nous reste vraiment peu de temps. Euh, donc tout à l'heure, tu as évoqué l'intérêt de la laine de roche par rapport à la laine de verre.
La question de l'internaute, c'est mais pourquoi pas utiliser un isolant biosourcé si ses performances sont aussi intéressantes? Alors peut-être qu'on peut ouvrir un petit peu plus largement la question et est-ce que tu peux nous rappeler dans quel cas les isolants biosourcés peuvent être utilisés euh, dans la construction en partant par exemple de... Bon, je te laisserai Alors, développer, je préciserai les questions derrière. euh, les isolants biosourcés peuvent être utilisés dans de très nombreux cas. Euh, justement, euh, euh, par le fait que ils sont prend des dispositions pardon, pour les protéger avec des écrans de protection thermique dont on vient de parler. Euh, donc, je rappelle que pour les habitations de première et deuxième famille, auxquelles l'IT 249 ne s'applique pas, donc le guide façade ne s'applique pas, on n'a pas d'obligation particulière concernant l'écran de protection thermique. Par contre, pour tout ce qui concerne les bâtiments auxquels s'applique l'instruction technique 249, donc euh, les bâtiments d'habitation de troisième et quatrième famille, les ERP et les immeubles de bureaux dont le niveau du bas du plancher le plus haut est à plus de 8 mètres de la voie d'accès des secours. Donc, ce sont tous les cas où on applique l'IT 249. On doit se référer au guide façade. Et le guide façade nous indique que pour pouvoir utiliser des isolants biosourcés, il faut que le bardage extérieur soit classé au moins BS3 des 0. C'est-à-dire, on retombe toujours sur notre problème de flux thermique. Lorsqu'on est avec un bardage classique qui est en réaction au feu classé DS3 des 0, eh bien, lors de l'incendie, malgré toutes les dispositions prises pour obturer la lame d'air, les épaisseurs de bois pour éviter que le bardage ne soit percé trop rapidement, le flux thermique est trop important pour que les écrans qui sont déterminés actuellement euh, empêchent trop d'élévation de température de ces isolants biosourcés. Donc c'est à ce jour, d'autres essais vont être faits pour faire évoluer cette situation, mais à ce jour, le guide façade nous impose que le bardage extérieur soit classé BS3 des 0. Donc là aussi, ça veut dire qu'il faut que ces bardages soient inifugés. Donc cette question de l'inifugation, elle est maintenant résolue, puisque plusieurs fabricants proposent sur le marché des bardages extérieurs traités en autoclave pour obtenir cette performance de réaction au feu est conforme à la norme que j'évoquais tout à l'heure, 16 755, qui concerne la durabilité de ce traitement dans le temps sans limitation de durée. Donc là, on a bien une solution. Si on veut maintenir le bardage bois et mettre des isolants biosourcés, eh bien, il faut inifuger ce bardage bois. Ensuite, on peut avoir des différents systèmes qui bénéficient d'appréciation de laboratoire. On a vu que l'arrêté du 7 août 2019 nous indique pour les troisième et quatrième familles que dans les solutions 2, on doit mettre en œuvre des dispositifs des dispositions constructives dont l'efficacité a été démontrée par une appréciation de laboratoire. Donc j'ai indiqué que le guide façade est une appréciation de laboratoire, donc on peut s'y référer. Au passage, je rectifie une petite chose.
en se référant au guide façade, ça impose que l'ébardage soit toujours à minima DS3 D0. J'avais dit qu'en troisième famille, l'arrêté du 7 août n'imposait pas de réaction au feu particulière pour les parements extérieurs. Alors, ce n'est pas le règlement qui l'impose, mais c'est l'appréciation de laboratoire de référence, en l'occurrence le guide façade, qui, elle, impose une réaction au feu DS3 D0. Mais on pourrait imaginer d'autres systèmes validés par une appréciation de laboratoire où le parement extérieur n'est pas DS3 D0. Bref. Il y a des variabilités et donc il y a des possibilités d'avoir des solutions techniques sanctionnées par une appréciation de laboratoire. C'est par exemple le cas d'une composition de parois qui a été soumise à essai à l'instigation du réseau français de la construction paille, qui a permis de conclure que une isolation en botte de paille insérée dans des caissons, dont le parement côté intérieur est constitué d'un enduit de 4 cm d'épaisseur, enduit qui peut être en plâtre, en terre ou en terre-plâtre. 8 combinaisons, 8 types de mélanges ont été faits avec donc différents mélanges de terre, de plâtre et adjonction de fibres, qui ont conduit à un PV de réaction au feu de 120 minutes, 2 heures, c'est très important, et qui bénéficie d'une appréciation de laboratoire qui dit que ce montage, cette solution de composition de parois, est conforme au guide pour l'isolation par l'intérieur des habitations édité par le CSTB dans sa version 2016, qui est le document de référence de l'article 11 de l'arrêté du 7 août, donc qui le rend utilisable pour tous les bâtiments, y compris troisième et quatrième famille. Ça dit aussi que c'est conforme à l'article AM8 du règlement de sécurité contre l'incendie des ERP. Donc, on peut aussi l'utiliser, cette solution, en plafond des ERP. En plafond et parois des ERP. Pardon. Donc, vous voyez qu'il y a d'autres solutions possibles. Il y a aussi des fabricants qui développent des solutions pour lesquelles ils obtiennent des PV. Donc là, il faut se reporter aux différents fabricants. Je viens de voir une petite indication là, me demandant si je peux donner des noms de fabricants. Ça m'ennuie un peu parce que j'en connais un certain nombre, mais je ne les connais probablement pas tous. Je ne voudrais pas faire de la pub à l'un et pas à l'autre. Disons, les principaux là-dessus que les interpros puissent faire une compilation des principales sociétés, en tout cas. Je pense que c'est mieux de se rapprocher des interpros qui pourront donner des indications sur ce sujet, des indications exhaustives. Vous l'avez compris, je vais me fâcher avec personne. Un point, je reviens un tout petit peu en arrière concernant le zinc. Avec sa volige, qui n'est jamais inifugée, le zinc ne peut pas être admis en troisième famille, nous précise un internaute. Oui, donc c'est pour ça que ça ne peut se faire que si la volige est inifugée. Et donc là aussi, il y a sur le marché, il y a une entreprise spécialisée dans l'inifugation des bois qui bénéficie d'un avis de laboratoire pour des voliges de support zinc avec un classement B, donc, qui est donc tout à fait utilisable en troisième famille, y compris avec des isolants biosourcés au dos de l'écran de protection thermique. Donc ça, c'est des solutions qui sont en cours de développement. Pour le moment, avec
donc des fabricants qui ont sollicité des avis de laboratoire. Ce ne sont pas encore des solutions génériques, mais c'est possible. Ok, je reprends maintenant un petit peu les questions qui n'ont pas encore été traitées un petit peu en vrac. On avait une question concernant les éléments de coursive balcon. Peuvent-ils être en matériaux biosourcés et participer au C+D? Alors, oui, dans certaines conditions. Mais je vais dire tout de suite que c'est un sujet, euh, c'est un sujet très important qui n'est, qui n'a pas encore été traité de manière approfondie euh, au sein de l'atelier incendie d'Adif Bois, mais ça va venir parce qu'on a de réelles problématiques et qui sont des problématiques qui sont différenciées d'ailleurs suivant que l'on traite de coursives qui sont des éléments par lesquels on accède à des locaux, des logements, des bureaux, etc., donc qui concourent qui participent aux modalités d'évacuation des personnes. Donc on ne va pas leur demander la même chose que ce qu'on va demander à un balcon, par exemple. Et un balcon va être encore différent d'une loggia. Une loggia étant prise dans l'épaisseur du bâtiment. On a derrière, par exemple, derrière moi ici. Un petit peu ça. Voilà. Donc, euh, le, on peut tout à fait imaginer des planchers de balcons en panneaux CLT. Le problème, c'est que d'abord, ces balcons, il faut qu'ils soient maintenus mécaniquement, soutenus. Donc, il y a soit des solutions avec des structures indépendantes qui sont prévues dans la réglementation, euh, mais donc qui sont des structures qui vont être soumises aux intempéries, donc dont il va falloir s'assurer de la durabilité, qui fait que dans la pratique, pour le moment, toutes ces structures-là sont des structures métalliques, au moins pour tous les éléments horizontaux, hein, les éléments supports de plancher. On peut envisager d'avoir des poteaux verticaux en bois, à condition que tous les détails soient bien conçus pour garantir leur durabilité, hein, on le comprend bien. Et c'est des durabilités comprises entre 50 et 100 ans minimum, hein, donc c'est important. Le problème étant qu'avec un plancher CLT, par exemple, dont la surface soit apparente, euh, ce plancher soumis à l'incendie hein, va participer au dévelonement du feu. Donc On voit pas mal de solutions on comme ça pourra qui étaient s'assurer de proposées. sa résistance au feu si on ne va pas bien au-delà d'une demi-heure. Et encore, il y a tous les problèmes de délamination dont j'avais déjà parlé précédemment. Et puis aussi, ça va compliquer le calcul des structures métalliques porteuses, ou structures au bois porteuses, hein, où on va devoir utiliser des méthodes de calcul dites des flammes extérieures. Hein, donc, voilà, ça pose beaucoup de problèmes. Et puis ensuite, il faut ne pas oublier le fait que ces éléments-là, il va falloir aussi, en partie supérieure, alors quand ce sont des panneaux CLT, ben, les protéger avec des membranes dont il faudra s'assurer de la durabilité, enfin, tous les problèmes liés aux éventuelles fuites d'eau qui peuvent poser problème. Quant aux plaquelages divers et variés, eh bien là aussi, euh, on pourra les utiliser, mais bien entendu, ils ne concourent pas du tout, pour le coup, au paramètre C du C+D. Ils ne forment pas du tout écran à la propagation des flammes le long de la façade. J'espère que j'ai été clair. Je reprends le micro. Je suis pas sûr d'avoir bien compris ou je n'étais pas très concentré. J'étais en train d'essayer de voir les questions suivantes. Euh, Ça contribue bien au C+D. Alors, il ne contribue au C+D que dans la mesure où il a une résistance au feu appropriée. C'est-à-dire que si on a une exigence de stabilité au feu demandé du bâtiment d'une demi-heure, il faut que le balcon joue son rôle
de, euh, de lieu de d'écran refuge. thermique, hein, de déflecteur de flamme pendant la demi-heure requise. Donc ça ne peut être qu'un panneau plein, CLT, lamellé, LVL, mais en aucun cas des lames de platelage de terrasse. On disait il faut un isolant de type laine de roche. Euh, on a une question. Est-ce qu'on pourrait utiliser de la fibre de bois dans ce vide technique, en vrac par exemple? Alors, Ou- tout à fait imaginable, hein. Je rappelle que toutes les solutions qui sont préconisées dans le guide façade le sont à partir d'essais le pire qui ont été réalisés dans un contexte où l'écran thermique situé donc face intérieure, hein, euh, euh, assure à lui seul la performance de résistance au feu qui est attendue. Donc, dans ce cas-là, je dirais, peu importe l'isolant qui est derrière, que ce soit avec du vide ou avec de l'isolant, sauf aux endroits des prises électriques. C'est-à-dire qu'à ces endroits-là, on doit avoir un écran, un matelas de laine de roche de 40 cm par 40 cm sur lequel le boîtier électrique est centré euh, pour empêcher la, la propagation du feu dans la lame d'air par l'interface du boîtier électrique. Donc ça, ce sont des dispositions que l'on trouve décrites dans la nouvelle annexe nationale de l'Eurocode 5, partie feu, par exemple. Euh, si on veut ensuite faire en sorte que euh, euh, la résistance au feu de la paroi soit assurée par d'autres éléments que simplement l'écran de protection thermique, qu'on fasse concourir d'autres éléments, là, il faut prendre d'autres précautions et c'est dans ce cas-là qu'on recommande de disposer d'une laine de roche pour être certain qu'elle va, euh, pour pouvoir la faire participer, pardon, euh, à la protection au feu. Ce choix de laine de roche dans les vides techniques, il est dû au fait que la laine de roche est le seul matériau réellement efficace par rapport au problème de diffusion des gaz chauds. Je rappelle que un de nos sujets principaux pour empêcher la propagation du feu à l'intérieur des parois, c'est d'empêcher la diffusion des gaz chauds qui, au contact des éléments combustibles, que ce soit de l'ossature ou des isolants, les font monter en température et qui peuvent arriver à ce moment-là à leur température de pyrolyse et du coup déclencher des feux couvents. Euh, donc pour ça, il faut faire barrière à la propagation des gaz chauds. Et cette barrière, elle doit être faite avec un matériau qui lui-même n'est pas sujet à ces problèmes de pyrolyse. Et le seul qui tienne dans ce cas-là, c'est la laine de roche, avec une densité bien spécifique. Et pas du tout la laine de verre et pas les autres isolants biosourcés. Donc, je pense qu'il faut trouver un bon point d'équilibre pour utiliser des isolants biosourcés massivement.
il faut bien prendre en compte qu'il leur faut une protection thermique sur toute leur face. C'est je dirais, le prix à payer, c'est pas le prix, mais la contribution qu'il faut avoir pour pouvoir utiliser en toute sécurité des isolants biosourcés en quantité très importante. Voilà. Très bien, merci pour cette conférence, questions-réponses. Voilà, j'espère avoir répondu au maximum de questions. C'est qu'il en reste Dans beaucoup. le temps imparti, je pense que c'est bien. Ne peut pas répondre à toutes les questions, hein, mais je pense on a bien complété, enfin, tu as bien complété les deux premières présentation et maintenant vous pouvez revisionner les trois vidéos donc en utilisant le lien que vous avez utilisé pour vous connecter. Sinon, vous pourrez vous connecter également à la chaîne YouTube de France Bois Région. J'espère que je dis pas de bêtises. En tout cas, on est en train de mettre en ligne enfin, ces trois conférences et puis d'autres à venir derrière, j'imagine. Merci beaucoup, Olivier. Et je rappelle donc qu'on peut se rapprocher aussi des interpros. Rapprochez-vous des interprofessions pour leur réclamer des formations en chair et en os. Voilà, Le message est passé. On va y travailler. Et encore une fois, certaines interprofessions le proposent déjà à leur catalogue à ce jour. Donc, connectez-vous sur les différents sites internet des interpros. Si toutefois vous ne la connaissez pas directement ou que vous ne connaissez pas son site web, passez par France Bois Région, région au pluriel, .org, vous trouverez, ou .fr, j'ai un petit doute, vous trouverez le lien vers l'ensemble des interpros de France. Donc merci Olivier, ces vidéos donc sont diffusables auprès de vos réseaux, sont diffusables auprès de vos collaborateurs, des compagnons qui mettent en œuvre. Olivier, tu nous avais bien rappelé, je ne sais plus si c'est la première ou la seconde conférence, qu'il est important que ceux qui mettent en œuvre aient quelques notions du fonctionnement de l'incendie pour bien mettre en œuvre. Donc n'hésitez pas à diffuser ces liens vers les différentes vidéos. Merci à France Bois Région, aux équipes de communication qui ont lancé les instructions pour ces différentes conférences. Merci Charlotte en régie, Charlotte Varchouvert, merci Gaël, merci Olivier Ferron, Nicolas Lisier, Laure et Samuel chez Atlambois qui ont co-organisé avec nous ces visios. Et puis, un salut amical à tous les collègues. Restez connectés avec les interpros. On va probablement vous proposer d'autres visioconférences. Alors, peut-être sur d'autres sujets que l'incendie. Maintenant, sur l'incendie, il faut passer au niveau formation, à proprement parler, pour aller jusqu'au détail, véritablement. Mais on abordera d'autres sujets sous cette forme visioconférence. Merci à tous. Bonne journée et puis bon déconfinement. À bientôt. Au revoir. au revoir. Salut Olivier. Ciao.